En 1998, la France décide d'envoyer des chasseurs bombardiers participer aux opérations au-dessus de la Bosnie et du Kosovo. C'est le Mirage 2000D qui est réquisitionné pour représenter l'armée de l'air aux côtés des avions de l'OTAN. L'avion y fait son baptême du feu et impressionne tous les alliés occidentaux. Opérant la plupart du temps de nuit, il aura prouvé la capacité des aviateurs français à s'adapter aux conditions délicates des conflits modernes. Ultime évolution de la famille Mirage, le 2000 est d'abord un intercepteur né. Il est aussi à l'aise dans les acrobaties des salons aéronautiques qu'au front. Si l'on considère souvent que le F-16 a révolutionné le combat aérien aux États-Unis, c'est sans conteste le Mirage 2000 qui a propulsé l'armée de l'air française dans cette ère des chasseurs de 4e génération. Doué d'une grande agilité, d'un système d'armes électroniques et d'un ensemble d'autoprotection intégré, le Delta de Dassault fait partie du club des 5 meilleurs chasseurs actuellement en service. Il faut revenir au Mirage 3 pour trouver les origines du Mirage 2000. Nous sommes en 1956. La société Dassault, dirigée par Marcel Dassault, prépare une nouvelle génération d'avions de combat fondée sur le réacteur Attar du motoriste français Snecma. En mai, les techniciens terminent la construction du premier Mirage 3. L'avion se différencie de tous les chasseurs jusqu'alors conçus par Dassault. Il est doté d'une voilure en triangle, dite Delta, et de 2 entrées d'air latérales. Une autre nouveauté fait son apparition dans l'avion, le radar, qui se révèle aujourd'hui encore le meilleur allié du pilote. La première version qu'étudie Dassault est un intercepteur, le Mirage 3C. Après plusieurs mois d'essais en vol, les résultats sont très positifs. Une version biplace d'entraînement est même produite. Certaines innovations marqueront toute la saga des Mirages jusqu'au Mirage 2000. C'est le cas des souris, ces 2 cônes placés dans les entrées d'air pour dévier les ondes de choc. Grâce à elles, le Mirage 3 peut atteindre Mach 2. La France est le premier acquéreur des Mirages 3C et 3B. Le succès de la formule ne tarde pas à inspirer à l'avionneur d'autres versions de l'appareil. L'armée de l'air se décide pour une version d'attaque au sol, le Mirage 3E. Plus puissant, il est également doté de structures renforcées pour emporter des bombes plus lourdes et reçoit des réservoirs plus volumineux. Son rayon d'action est alors de 350 km contre 290 pour le 3C. Les années qui passent verront la naissance d'une famille complète de Mirage 3, spécialisée dans l'interception, l'attaque ou la reconnaissance. Dassault profite de ces développements pour expérimenter de nouvelles idées. Il met ainsi au point les moustaches du prototype Milan S. Cet appareil a de meilleures qualités de vol aux basses vitesses grâce à ses 2 ailettes frontales rétractables. Le Mirage 3 engendrera même une version israélienne, le Kfir. Cet appareil, modifié par les Israéliens eux-mêmes et doté de plans canards, avait des performances inédites. Lorsque Charles de Gaulle lance la commande d'un bombardier nucléaire pour la France, Dassault pense à un Mirage 3 adapté aux missions à long rayon d'action. Il en résulte le Mirage 4, plus grand et doté de 2 réacteurs. Le prototype Balzac, puis son successeur, Mirage V, signe l'aventure la plus audacieuse du programme Mirage 3. Destiné à répondre à un besoin de l'OTAN, Dassault extrapole de son chasseur une version à décollage et atterrissage vertical. Grâce à ses réacteurs verticaux, il peut s'affranchir des pistes de décollage, un atout à l'époque tendue de la guerre froide, lorsque l'Europe craignait de voir ses bases attaquées par les Russes. Le Balzac fonctionnera, mais il tuera aussi 2 de ses pilotes d'essai. Au début des années 60, l'état-major de l'armée de l'air cherche un avion de pénétration à basse altitude capable de Mach 2 et pouvant atterrir sur des pistes courtes et rudimentaires. L'aile Delta du Mirage 3 impose des vitesses d'approche trop élevées. Dassault choisit donc une voilure en flèche équipée de systèmes hypersustentateurs. Dassault intègre alors toute la panoplie des armements français. Le canon d'abord, puis les roquettes.
les bombes, les missiles. En vogue dans les années 70, la voilure à géométrie variable a aussi intéressé la France. Dassault Aviation a construit un prototype pour tester cette nouvelle technologie, le Mirage G. Le principe de la voilure à géométrie variable consiste à adapter l'angle de flèche suivant les vitesses de vol. À basse vitesse, la voilure est positionnée à angle droit pour doper la portance. En dehors de la France, le F1 a eu un grand succès à l'étranger. Plus de 400 exemplaires y ont été vendus. Sa robustesse et sa polyvalence sont considérés comme des atouts précieux dans les années 70. C'est aussi sa solidité et sa fiabilité qui ont fait la réputation du chasseur-bombardier Jaguar, étudié par Dassault et les Britanniques. Mais ces deux avions vont rapidement apparaître dépassés du point de vue technologique. Dans les années 80, l'arrivée des matériaux composites, des commandes de vol électriques et des systèmes électroniques accélère chez Dassault l'arrivée du Mirage 2000. Historiquement, la base aérienne 102 a l'habitude, depuis pratiquement 1949, d'accueillir les avions de pointe de l'armée de l'air, puisque ça a été le cas avec l'Ouragan, avec le Vampire d'abord, avec l'Ouragan par la suite, le Mystère 4, le Mirage 3C en 1961, le Mirage 3E quelques années plus tard, et donc tout naturellement, il a été décidé d'équiper la base aérienne 102 avec le fleuron de l'armée de l'air de l'époque, qui était le Mirage 2000. Oui, alors tout d'abord, au niveau de la base aérienne, c'est l'escadron de chasse 1-2 Cigogne qui vous accueille aujourd'hui, qui a été équipé en premier, après une phase d'expérimentation qui a duré à peu près 1 an au centre d'expérience aérienne militaire de Mont-de-Marsan. Donc ça, c'était en 1984. Les premiers avions sont arrivés le 1er juillet. Par la suite, c'est l'escadron de chasse 3-2 Alsace, stationné à l'époque sur la base, qui a été équipé à partir de 1985. Alors qu'il y avait encore le 2-2 Côte d'Or, l'escadron de chasse 2-2 Côte d'Or, qui volait sur Mirage 3, biplace, pour assurer la transformation. Et ce n'est que quelques années plus tard que l'escadron 2-2 a été transformé sur Mirage 2000, avec une forte proportion de Mirage 2000 biplace, pour assurer la transformation de tous les pilotes de Mirage 2000. La base a gardé ces Mirage 2000 RDM assez longtemps. Et ce n'est que tout récemment qu'elle a accueilli des Mirage 2000 RDI, donc avec le nouveau standard du radar Doppler à impulsion, qui permettait des tirs, comme on dit, look down, shoot down, donc tir vers le bas, avec un radar capable de détecter des cibles pénétrant à très basse altitude. Donc ça, c'était une période transitoire en attendant le Mirage 2000-5 qui équipe aujourd'hui les 2 escadrons stationnés sur la base, donc l'escadron de chasse 1-2 Cigogne et l'escadron de chasse 2-2 Côte d'Or. L'avion de combat ne suffit pas à remplir une mission. Il faut d'abord la préparer. Les systèmes de préparation de mission, indispensables de nos jours, ont fait un grand pas en avant lors de l'entrée en service du Mirage 2000. Grâce à son avionique numérique, il permet d'intégrer des informations préparées sur ordinateur au sol. Le pilote enregistre à l'avance des données d'itinéraire, de cibles, de menaces, dans une cassette qu'il pourra lire sur ses écrans en vol. Ces informations sont vitales dans les opérations modernes très complexes. Les missions de pénétration à très basse altitude, comme ici, représentent souvent le cas le plus difficile pour un pilote. La proximité du sol et des batteries anti-aériennes interdit toute erreur. Aujourd'hui, l'armée de l'air dispose de 2 avions particulièrement performants, et on peut même dire parmi les plus performants au monde, pour effectuer l'ensemble de ces missions. Pour ce qui concerne l'attaque au sol, c'est le Mirage 2000D, qui équipe la base aérienne de Nancy. Et pour ce qui concerne la défense aérienne, c'est le Mirage 2000. En particulier, bien évidemment, dans sa version Mirage 2000-5, puisqu'il est doté d'une capacité multicible.
Donc aujourd'hui, le Mirage 2000-5, qui équipe les 2 escadrons sur la base aérienne 102 de Longwick, est limité à une mission défense aérienne. C'est-à-dire qu'avec la rénovation à mi-vie qui a eu lieu sur les Mirage 2000 et RDI, qui ont donné le Mirage 2000-5 aujourd'hui, nous avons perdu la capacité air-sol au profit d'une capacité aérienne bien évidemment complètement améliorée et évoluée. Alors nous sommes devant un exemplaire de ce Mirage 2000-5, un exemplaire qui appartient à l'escadron de chasse 1-2 Cigogne, et que le lieutenant-colonel Meyer, commandant de l'escadron de chasse 1-2, aura le plaisir de vous décrire de manière plus technique dans quelques instants. Cet avion équipe le 1-2 et le 2-2 à raison de 15 avions par escadron. Donc ce qui fait un total de 30 avions sur la plateforme disponibles. Le Mirage 2000 naît en pleine guerre froide. En 1975, le gouvernement français commande à Dassault un intercepteur rapide destiné à intercepter par tout temps les bombardiers et les chasseurs rapides russes de classe Mach 3. Pour respecter la fiche programme, Dassault décide de reprendre la formule Delta du Mirage 3, mais en lui intégrant les dernières technologies existantes. Matériaux en fibre de carbone ou de bord, aérodynamique complexe, radar numérique, cockpit à écran. Mais la véritable révolution technique du Mirage 2000, ce sont ses commandes de vol électriques qui gèrent automatiquement la stabilité de l'avion. Dassault testera longuement au sol ce jeu de calculateurs, vérins et fils électriques avant d'oser un premier vol. Finalement, l'avionneur sort du hangar le premier prototype le vendredi 10 mars 1978 sur la base d'Istres. Les ingénieurs peuvent être fiers, ils n'ont mis que 2 ans pour le mettre au point. Un exploit. Pour Jean Coureau, le pilote d'essai, ce vol n'est pas banal. Pour la première fois, il va partager le contrôle absolu de l'appareil avec des automatismes. Si les calculateurs tombent en panne, il ne reste qu'une solution, s'éjecter. Les ingénieurs ont cependant prévu les pires scénarios et ont multiplié les redondances dans les systèmes critiques comme les commandes de vol. C'est donc avec confiance que le pilote d'essai pousse en bout de piste la post-combustion de son réacteur M53. Le Mirage 2000 décolle avec ce cabré particulier des ailes Delta. Comme pour tout premier vol, les trains d'atterrissage restent longtemps sortis par mesure de sécurité. Jean Coureau teste plusieurs dizaines de minutes le comportement du Mirage 2000-01. Au sol, les ingénieurs suivent avec des batteries de capteurs toutes les réactions de l'avion. De retour au sol, le verdict du pilote est positif. La carrière du Mirage 2000 peut commencer. Jean Coureau a également de quoi sourire. Il est le premier pilote d'une nouvelle race d'avions de combat français. Au fur et à mesure de la campagne d'essai en vol, les ingénieurs se rendent compte de l'efficacité du Mirage 2000. Les radars de télémétrie chiffrent jour après jour les performances inédites des prototypes. Grâce aux commandes de vol électriques, les ingénieurs parviennent à dompter l'instabilité naturelle de l'avion. Le Mirage 2000 devient donc de plus en plus agile et manœuvrant. Son domaine de vol est bien plus grand que celui de ses prédécesseurs. Ses virages sont chaque mois plus serrés et ses acrobaties plus spectaculaires. Le réacteur M53 de Snecma lui offre un rapport poussée-masse supérieur à 1, une première en France. Par rapport au Mirage 3, il dispose de marges de manœuvre 2 fois supérieures en supersonique. Dans certaines missions, il compte jusqu'à 3 fois plus d'autonomie. Le gain opérationnel est immédiat. La voilure à cambrure variable du Mirage 2000 a permis de diminuer drastiquement la vitesse d'approche du Mirage 2000 en comparaison avec le Mirage 3.
À la fin des essais en vol, l'armée de l'air teste quand même une crosse d'arrêt d'urgence. Dassault entame ensuite la commercialisation du Mirage 2000 et fait la tournée des salons. Si le chasseur est d'abord un intercepteur pur sang, il revendique très vite une panoplie complète d'armement air-sol. L'avionneur s'engage pour cela dans une grande campagne de tir. Le canon de combat aérien est d'abord qualifié. Viennent ensuite des tirs de roquettes. Des largages de bombes. Plusieurs missiles sont aussi intégrés sous la voilure. Le système d'armes du Mirage 2000 bouleverse le combat aérien français. Après une première génération de radars RDM qui mécontente les pilotes, le Mirage 2000C reçoit le RDI, bien plus précis. Grâce à ses missiles infrarouges et électromagnétiques, il peut atteindre alors des cibles aériennes et terrestres plus sûrement qu'avant et avec des distances de sécurité accrues. Le défaut que certains pays reprochent au Mirage 2000, c'est qu'il est trop petit et n'offre pas assez d'allonge face à d'autres concurrents comme le F-15 américain. C'est le cas de quelques pays du Golfe qui doivent protéger leur grand territoire désertique. À la fin des années 70, Dassault étudie le Super Mirage 4000, une version agrandie, dotée de plans canards et propulsée par 2 réacteurs. Malgré des performances étonnantes, le projet ne sera commandé par aucun client. Les canards de l'appareil inspireront quand même Dassault pour sa conception du Rafale. Pendant ce temps, le Mirage 2000C acquiert une place importante au sein de l'armée de l'air. Elle en possède plus de 120. Il sert même à certaines missions de gendarmerie du ciel. Quand un avion de tourisme se perd ou ne s'identifie pas, c'est le Mirage 2000C qui part en éclaireur. Maro Whisky de Rambert 5. Maro Whisky, c'est un TB20. Il y a 4 personnes à bord et je vais battre des plans pour demander au pilote de me suivre. Rambert reçu, vous vous poserez sur le terrain de Dijon. Maro Whisky, bien reçu, le pilote a compris et il me suit. Il y a donc le plein carburant à faire sur l'avion, chaque retour de vol. Et puis vous avez une vérification totale de l'avion à faire, le tour complet. Donc les entrées d'air à regarder. Une vérification de tout l'état du rivetage de l'avion. Et puis des trappes bien particulières à ouvrir. Donc des vérifications à faire sur tout l'avion. L'avion complet est à vérifier à chaque retour de vol. Vous avez ici toutes des tuyauteries qui circulent, des câblages électriques, des boîtiers. Tout est à vérifier après chaque retour de vol. Et ici, pas de fuite hydraulique, pas de câblage coupé, etc. La peinture en état, les pneumatiques, la pression, les amortisseurs, etc. Vous avez tout le tour d'avion à faire. Continuez les sondes. Ici, toutes les sondes, le radome, son état. Votre partie vitale plus loin.
les caissons de train principaux. Là aussi, beaucoup de choses à vérifier. Donc pas de fuite, que ce soit de pétrole, d'hydraulique. Présence de toutes les prises. Les niveaux d'huile sont ici. Les pressions d'azote dans les accus. Les crochets. Toutes les pièces sont là et en état. Donc le capteur principal du Mirage 2000-5 se trouve derrière ce nez, c'est le radar RDY élaboré par Thomson. Donc c'est un radar qui est multi-cible. Il est capable d'une détection nettement accrue par rapport au radar de la génération précédente. Et en plus, grâce à son balayage particulier, il suit différentes cibles sans en lâcher une particulière. Donc on est capable de suivre différentes cibles à la fois. On va poursuivre avec le deuxième élément vital du système d'armes associé à ce radar, c'est le missile Mika que l'on emporte sous l'avion, donc en position ventrale, sous le Mirage 2000-5. C'est un missile qui est actif à guidage électromagnétique, c'est-à-dire il reçoit dans un premier temps les informations données par le radar RDY pour se diriger vers la cible et à partir d'une certaine distance, il a son propre petit radar dans le nez du missile qui va trouver la cible et va donc se diriger de façon entièrement autonome sur la cible sans l'aide d'aucune information du radar. C'est pour ça qu'on appelle ce missile Fire and Forget. On tire et on oublie. On emporte également 2 missiles infrarouges appelés Magic, qui sont des missiles courte portée à guidage infrarouge, donc qui se dirigent sur la chaleur d'un ennemi éventuel. Le canon est une arme moins utilisée avec des chasseurs modernes comme le Mirage 2000. Il reste tout de même très apprécié par les pilotes qui le voient comme une baïonnette. Lorsqu'il n'y a plus de missiles, c'est tout ce qu'il vous reste pour vous défendre. Donc le Mirage 2000, comme vous pouvez le constater, a une voilure delta. Cette voilure delta en forme de triangle donc, qui lui autorise des vitesses d'approche faibles par rapport à une voilure plus classique. Et ça lui permet également, grâce à une charge à l'air diminuée, d'avoir une forte manœuvrabilité en haute altitude. Les gouvernes du Mirage 2000, du Mirage 2000-5 comme tous les autres Mirage 2000, sont commandés par des calculateurs. En fait, par rapport à un avion classique, le pilote ne commande pas directement les gouvernes, mais il commande une action qui est ensuite relayée par des calculateurs ou gouvernes. Ça permet à l'avion, d'avoir une plus grande manœuvrabilité, puisque cet avion est capable d'aller jusqu'à 9G, donc à faire des virages serrés, aussi bien à haute altitude qu'à basse altitude, donc une manœuvrabilité accrue. Le moteur est un moteur produit par Snecma qui s'appelle M53P2. C'est un moteur de la classe de 10 tonnes, c'est-à-dire que la poussée développée est de l'ordre de 10 tonnes suivant l'altitude et suivant la vitesse à laquelle on vole. L'arrivée du Mirage 2000 après une mission reproduit toujours le même cérémonial. Il s'ensuit une longue série de vérifications, d'entretiens minutieux ou de réparations dans certains cas. Un chasseur comme le Mirage 2000 est une machine extrêmement sophistiquée, mais toujours poussée à ses limites. Il faut en prendre soin tous les jours. Les mécaniciens appliquent des protections sur les parties fragiles ou blessantes de l'appareil.
Avant sa sortie, le pilote doit neutraliser le système pyrotechnique d'éjection du siège. À peine arrivé, l'équipe technique fait le plein en carburant de l'appareil. Les réservoirs ne doivent jamais rester vides pour ne pas s'abîmer. C'est bon. Vous avez également un point d'emport central sur lequel vous voyez accrocher un bidon ventral de 1200 litres qui donne une autonomie accrue. Et on peut également, si l'on le souhaite, accrocher à ce niveau-là un bidon de 2000 litres de chaque côté de l'aile. Donc grâce à cet emport supplémentaire en carburant, la masse emportée de carburant au décollage peut être d'un peu plus de 7 tonnes de carburant. Ce qui confère au 2000-5, avec son armement et son pétrole supplémentaire, une très large autonomie, une plus grande autonomie par rapport aux avions de la génération précédente. Donc on est capable de rester, si on veut, 2 heures en l'air avec l'armement total, sans ravitailler, par rapport à plutôt 1 heure sur le Mirage 2000 RDI. Alors un des enseignements que l'on a tiré de la guerre du Golfe, c'était la faible autonomie, ou relative faible autonomie des avions français. Ça a été pallié grâce au Mirage 2000-5, qui lui est capable d'emmener son armement et plein de carburant, donc qui lui confère une autonomie proche de celle du F-15 et qui, s'il le faut, peut être également complété par du ravitaillement en vol, puisque tous les Mirage 2000 sont ravitaillables en vol sur n'importe quel type de ravitailleur. Le ravitaillement en vol est une opération toujours délicate pour un pilote qui doit tenir son avion dans une position très précise. Les commandes de vol électrique du Mirage 2000 facilitent son travail comme dans tous les compartiments du vol. Alors bien sûr, le Mirage 2000 et le Mirage 2000-5 en particulier a besoin de systèmes d'autoprotection et de guerre électronique comme tous les appareils modernes. Alors celui-ci est naturellement doté d'un système entièrement intégré par rapport à certains avions concurrents, c'est-à-dire que tous les capteurs et tous les calculateurs se trouvent directement répartis sur l'avion et non pas sur un pod que l'on rajouterait. On a ainsi par exemple les capteurs sur la dérive, sur le bout d'aile, et toutes ces informations recueillies par ces capteurs sont fusionnées sur un écran dans le cockpit et ainsi le pilote est capable d'analyser la menace à laquelle il est confronté et éventuellement de traiter cette menace grâce à des brouilleurs. Comme c'est un avion qui était conçu pour être intercepteur haute altitude, haute vitesse, il y a ce système de souris qui est un système piloté automatiquement et mu de façon hydraulique. Cette souris, pourquoi? Parce que ça ressemble à une souris. Ce système sort au fur et à mesure que la vitesse de l'avion augmente, de façon à repousser l'onde de choc due à la vitesse supersonique hors du réacteur. Alors je me trouve actuellement dans le cockpit d'un Mirage 2000-5. Alors tout de suite, pourquoi -5? Tout simplement parce que tous les instruments classiques qu'on trouvait dans un avion de la génération précédente, basés sur un système d'aiguilles pour tous les paramètres importants du vol, tous ces instruments-là ont été remplacés par 5 visualisations, d'où -5. Donc vous avez une visualisation qu'on appelle tête haute, c'est un viseur en fait. Une visualisation de tête moyenne qui se trouve, comme son nom l'indique, entre les deux têtes hautes et tête basse, qui est en fait l'écran du radar. Une visualisation de tête basse qui se trouve en face des yeux du pilote également, où vont figurer beaucoup de paramètres importants pour le vol. Et 2 visualisations de tête latérale, vous en voyez une là, l'asymétrique là, qui sont 2 visualisations identiques sur lesquelles on peut afficher, grâce à un système de menus, de pages, comme sur un ordinateur, différents paramètres à notre choix, que ce soit des paramètres de navigation, que ce soit des paramètres de vol aux instruments, que ce soit des paramètres concernant l'armement. Tout est sélectionnable sur n'importe laquelle des deux, et grâce à différentes touches que vous pouvez voir sur celle-ci. L'amélioration de l'ergonomie, bien sûr, facilite le travail du pilote. Une partie très importante, c'est cette visualisation tête basse, qui est en fait une vue de dessus
de la situation que l'on rencontre en face de nous. Donc vous avez également les paramètres du radar qui sont projetés sur cet écran-là, qui permettent, comme je vous dis, vue de dessus, de positionner les contacts qu'on a dans le radar et de les matérialiser par rapport à différentes lignes, par rapport à différentes zones géographiques. On peut par exemple savoir si le contact qu'on a dans le radar, en regardant un petit coup d'œil très bref sur la visualisation du bas, permet de savoir si par exemple l'ennemi a franchi la frontière ou pas franchi la frontière, puisque cette ligne frontalière, on peut la matérialiser dans l'avion grâce au système de préparation de mission. On peut faire apparaître des zones, quand c'est en temps de paix ou pour la circulation aérienne civile, on peut faire apparaître toutes les zones réglementées de notre choix, de façon à ne pas pénétrer un espace aérien qui nous est interdit. On peut faire apparaître, en cas de conflit, on pourrait faire apparaître les lignes frontalières, les sites solaires amis, ennemis, les corridors dans lesquels nous devrions passer. On peut faire apparaître énormément de lignes, de zones, de cartes, de points géographiques précis, une ligne de chemin de fer, on pourrait schématiser un fleuve, on peut schématiser les lignes de côte lorsqu'on est sur une île ou sur un littoral, on peut schématiser plein de choses. Et cette visualisation centralise vraiment toutes les informations recueillies, soit par la centrale inertie si c'est des points géographiques, soit par le radar qui est le capteur principal de l'avion. Donc le collimateur tête haute ou VTH est un viseur en fait collimaté à l'infini, ce qui permet d'acclimater les yeux du pilote à l'infini, et puisque ça évite aux yeux du pilote de s'acclimater à quelque chose qui se trouve à proximité dans la cabine et quelque chose qui peut se trouver très loin comme un avion dans le ciel. Là, les yeux sont focalisés vers l'infini et permet donc de voir plus loin les éventuelles cibles. Dans ce collimateur, on trouve, comme sur tous les Mirage 2000 depuis les premières générations, tous les instruments, toutes les caractéristiques nécessaires au vol, un horizon artificiel qui est marqué grâce aux informations données par la centrale inertie. On a bien sûr l'altitude de vol, la vitesse de vol, le Mach, et on a également des repères d'attitude, soit de montée, de descente, d'inclinaison, virage à gauche, virage à droite. Et en deuxième partie, également dans ce collimateur, nous avons toutes les informations recueillies par le radar et concernant une cible ou plusieurs cibles éventuelles. Donc on peut avoir matérialisé, grâce à un petit carré qu'on appelle carré but, l'endroit où le pilote doit commencer à chercher sa cible. Le radar étant accroché sur une cible, donne une information au viseur qui place un petit carré à l'endroit où la cible doit se trouver. La VTM, visualisation tête moyenne, est également un écran collimaté à l'infini, donc pareil, il n'y a aucune gesticulation à faire au niveau des yeux pour passer d'un écran à l'autre. Les deux sont collimatés à l'infini et également donc vers l'extérieur. Un des instruments également les plus importants, puisque c'est là-dedans qu'on va faire notre travail lorsqu'on est en recherche de cible. Donc c'est en fait tout ce que voit le radar apparaît sur cet écran-là. Donc la gestion à l'intérieur de ce radar, elle se fait grâce à des boutons qui se trouvent sur la manette des gaz et qui permettent de régler la portée du radar, l'endroit de balayage et ainsi de suite. Aujourd'hui encore, les pilotes sont respectés par tous pour leur audace et leur sang-froid. Ils exercent plus qu'un métier, une passion, un engagement. Pourtant, leur travail a bien changé depuis l'époque héroïque de Guynemer ou de Tanguy et la Verdure. Un bon pilote ne se distingue plus par son talent à diriger précisément sa monture, ni même à enchaîner intelligemment les passes d'armes. Les joutes acrobatiques cèdent progressivement le pas aux jeux d'échecs, aux guerres d'information. C'est désormais le pilote le mieux renseigné qui gagne. C'est aussi celui qui possédera et gérera au mieux les meilleurs systèmes électroniques. Pourtant, un pilote peut toujours se retrouver dans certains conflits en position de devoir livrer des duels aériens similaires à ceux pratiqués pendant l'âge d'or du combat tournoyant. Ils doivent donc continuer leur entraînement en vol, garder la forme physique et subir régulièrement des accélérations pour mieux les supporter le jour de la mission réelle. La vie d'un escadron comme le 1-2 de Dijon est rythmée par la tenue des alertes et la pratique quotidienne de simulations de combat pour conserver le savoir-faire.
Plusieurs fois par an, des Mirage 2000 partent à l'étranger pour participer à des exercices internationaux où les pilotes confrontent leur expérience. Depuis quelques années, les Mirage 2000-5 se sont illustrés de façon remarquable lors des confrontations amicales contre des chasseurs étrangers. Ils ont souvent battu des F-18, des F-16 ou des MiG-29. Les pilotes français sont aujourd'hui vraiment satisfaits par leur nouvelle arme. Ils n'ont pourtant pas toujours été tendres pour le Mirage 2000, lui reprochant à ses débuts une motorisation trop faible ou un radar aveugle. Alors pour une mission courante de tous les jours, donc je vais vous expliquer rapidement comment on passe d'un instrument à l'autre et quels sont les instruments que l'on utilise le plus fréquemment et à quel moment. Donc tout d'abord pour une navigation vers une zone de combat ou une zone d'entraînement, l'instrument principal pour le vol sans visibilité ou vol à vue est le collimateur tête haute, puisque là-dedans on retrouve tous les paramètres essentiels au vol. Je vous l'ai déjà dit, comme l'altitude, la vitesse, les attitudes, tous les paramètres qui servent donc au vol, aux instruments ou à vue. Une fois qu'on arrive dans une zone à risque ou une zone d'entraînement, l'instrument suivant qui va servir, c'est le radar, qui grâce à certains paramètres ajustables sur la manette des gaz, nous permettent de retrouver une cible ou plusieurs cibles. Ces cibles, une fois qu'on les a trouvées au radar, on arrive à les placer géographiquement dans l'espace grâce à la visualisation tête basse, puisque les différentes zones mémorisées figurent sur cet écran-là. Sur cette cassette, on rentre les différents points de navigation, les zones qui nous intéressent, un risque ou pas un risque, les zones de frontières, ainsi de suite. Et ça fait partie du travail de préparation que l'on fait à l'escadron avant de partir. Donc suivant la complexité de la mission, ça peut prendre 1 heure ou 2 et ça fait partie intégrante de la préparation de la mission. Ça permet au pilote ensuite de n'avoir rien, pas de paramètres à rentrer au moment où il arrive à l'avion. Il arrive avec cette cassette, il la met dedans et tous les paramètres dont il aura besoin durant le vol sont mémorisés et sont accessibles directement grâce à certaines touches sur cet écran-là. Il pourra sélectionner donc les différents points, les différentes zones qui l'intéressent. Alors, je vous ai déjà parlé de l'ergonomie du Mirage 2000-5 par rapport à ses prédécesseurs. Un autre concept qui a été poussé un peu plus à l'avant, c'est le concept HOTAS, qui veut dire Hands on Throttle and Stick. C'est-à-dire que la plupart des actions ou des commandes rapides sont commandées grâce à des boutons qui se trouvent soit sur le manche, soit sur la manette des gaz à ma gauche. Et ce qui fait que le pilote, lorsqu'il est en mission de combat ou lorsqu'il est au travail, je dirais proprement dit, il n'a pas besoin de lâcher ni la manette des gaz ni le manche. Beaucoup de boutons figurent directement là-dessus. Les présélections sont faites avant la phase combat et ensuite, sans lâcher ni l'un ni l'autre, il est capable de gérer son radar, son armement et son système d'armes. À la fin des années 90, Dassault applique au Mirage 2000C la même recette qu'à ses précurseurs. Il décline 2 versions d'attaque au sol tout temps en renforçant ses capacités d'emport et son autonomie. La pointe avant reçoit un nouveau radar antilope assez précis pour gérer un suivi de terrain automatique. Avec le Mirage 2000D de frappe conventionnelle et le Mirage 2000N de bombardement nucléaire, la France est capable de toucher l'ennemi 24 heures sur 24 à l'est de ses frontières.
sur le manche pilote, vous avez bien sûr le manche pilote qui sert à diriger l'avion, mais vous avez également des commandes qui servent à gérer les différentes visualisations. Donc pour passer d'une visualisation à l'autre, on a ce bouton-là. On a également un petit bouton qui s'appelle le trim, qui sur un avion classique sert à équilibrer l'avion, mais qui sur le Mirage 2000-5 ou sur le Mirage 2000 en général sert à piloter à travers le pilote automatique. Donc lorsque le pilote automatique est branché, grâce à des petites actions, à gauche, à droite, en haut, en bas, on est capable de faire varier l'attitude de l'avion par petite impulsion. On a également la commande de tir qui, lorsqu'on déverrouille cette manette-là, se trouve derrière le manche pilote et un appui là-dessus fait partir l'armement sélectionné. Alors donc une des parties du concept OTAS, c'est la manette des gaz. Donc sur cette manette des gaz, vous avez toutes les commandes nécessaires pour gérer le radar. Il n'y a plus d'autres boutons, si ce n'est le bouton arrêt marche du radar, qui se trouve ailleurs que sur cette manette des gaz. On a un petit joystick qui se trouve là, qui permet de régler ce que l'on veut sur le radar. C'est comme une souris qu'on promène à l'intérieur de l'écran radar grâce à ce petit joystick. On a également d'autres réglages pour les calages de l'antenne, qui se trouve sur cette manette de gaz, ou pour sélectionner un armement de type différent grâce à ces deux boutons-là. Je ne sais pas si vous les verrez. Et on peut également gérer les cibles qui figurent dans le radar grâce à d'autres boutons sur la manette des gaz, de façon à pouvoir sélectionner ou désélectionner une cible ou l'autre. S'ils doivent préparer leur mission avant de monter dans l'avion et l'exécuter, les pilotes débriefent également leur vol. La mission est alors déclarée réussie ou non. Le Mirage 2000N remplace le Mirage 4 depuis 1988 dans la mission de dissuasion nucléaire aérienne. Sous son ventre, le missile ASMP. Il a été produit à 75 exemplaires et comme le Mirage 2000D, Dassault n'a été autorisé à le vendre qu'en France. Le Mirage 2000N partage avec son homologue à armement conventionnel les systèmes de mission les plus perfectionnés de la famille Mirage 2000. Dassault l'a même doté de certains traitements de furtivité, comme la dorure de la verrière destinée à diminuer la signature électromagnétique du poste de pilotage. Dans le cas où une menace sur la France justifierait une intimidation sérieuse, c'est cet avion que le président de la République ferait décoller avec une véritable tête nucléaire dans son missile. Contrairement aux missiles nucléaires embarqués dans les sous-marins invisibles, le Mirage 2000N et son arme autorisent une montée graduelle de la dissuasion nucléaire. La simple présence de cet appareil dans le ciel est de nature à faire réfléchir un ennemi éventuel. Comme tout ce qui touche au nucléaire, le Mirage 2000N reste un appareil secret et discret. Ses pilotes font le serment de ne jamais dévoiler leur travail et les régions qu'ils survolent. Ils forment même un clan à part dans l'armée de l'air. Les conflits modernes ont leur propre contingence. Les militaires qui agissent désormais sous l'œil des médias sont contraints à limiter au maximum les pertes humaines civiles et celles de leurs troupes. Ils doivent aussi affronter des menaces d'un nouveau type, les menaces proliférantes. Ce sont surtout des missiles solaires économiques que peuvent s'acheter n'importe quelles bandes armées. De plus, les conflits internationaux imposent désormais aux militaires de coopérer ensemble, ce qui complique encore leurs tâches. Les solutions qu'ont trouvées les ingénieurs aéronautiques à cette équation impossible, ce sont des chasseurs et des armements toujours plus précis et guidés par un réseau d'information très étendu. Les avions de surveillance AWACS sont au cœur de ce dispositif de commandement. Grâce au ravitaillement en vol, ils peuvent patrouiller des jours entiers et assister les chasseurs dans leur mission. En plus des 300 Mirage 2000 français, Dassault en a vendu 300 autres à l'étranger. La diversité des utilisateurs du petit Delta est frappante. On le trouve d'abord en Méditerranée, chez les Grecs.
Plusieurs dizaines de monomoteurs français survolent tous les jours les déserts d'Arabie. Les Émirats arabes unis sont des clients fidèles de Dassault. Leur camouflage est adapté aux couleurs fauves des paysages sablonneux. Plus à l'est encore, on retrouve le Mirage 2000 en Inde, où il est très apprécié. Livrés à l'origine en version d'interception, les chasseurs indiens assurent désormais certaines missions d'attaque au sol, comme au Cachemire, où les forces aériennes indiennes affrontent depuis des années le Pakistan armé de F-1. Le Mirage 2000 équipe aussi les armées de l'air d'autres pays, dont celles du Qatar, du Pérou et de l'Égypte. Le Mirage 2000 a encore un bel avenir devant lui. Dassault continue de développer des kits de modernisation qui ont un grand succès jusqu'en Asie. L'avionneur a même réussi l'exploit de convaincre les Taïwanais, jusqu'alors très pro-américains, d'acheter une soixantaine de Mirage 2000-5. L'avionneur étudie maintenant une version 2000-9 qui apportera de nouvelles capacités de frappe au sol. Les Mirage 2000D, dont les derniers exemplaires ont été livrés en 2001, seront également modernisés dans la décennie. Parmi les améliorations que devront recevoir tous les Mirage 2000, figure au premier plan la liaison de données. Cet équipement permet à un pilote de se connecter à un véritable Internet des airs, constitué d'AWACS, de centres de décision terrestres ou d'autres chasseurs. Vecteur des informations les plus fraîches, la liaison de données est désormais indispensable pour faire cohabiter des chasseurs de différentes forces aériennes lors de missions alliées. Le Mirage 2000 doit être à terme remplacé par le Rafale. Cette 5e génération de chasseurs est encore plus puissante et représente l'apogée de l'aviation militaire. Nous ne sommes pas pour autant prêts de voir disparaître de nos cieux le Mirage 2000. Les militaires lui prédisent encore 20 à 30 ans de carrière en France et dans le monde.